Bonjour, dans Au fil des pages aujourd'hui, je vous propose d'évoquer une grande figure historique, le maréchal Ney, le brave des braves, le prince de la Moscova et le héros de la Moscova, un homme à la personnalité complexe, comme nous allons le découvrir ensemble, un homme qui fut la victime d'un procès retentissant du 19e siècle, procès qui compte parmi les grands procès politiques de l'histoire. Et pour expliquer ce procès, nul ne pouvait se montrer plus compétent qu'un juriste. Mon invité Michel Désiré Pierre, membre de l'Institut Napoléon, membre de l'Association française des constitutionnalistes et de l'Association française des docteurs en droit. Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour madame, merci de m'accueillir. Merci surtout à vous d'être venu à Radio Canal Académie. Votre ouvrage s'intitule Ney, du procès politique à la réhabilitation du brave des braves 1815-1991 et il est publié par les éditions SPM. La lecture de cet ouvrage nous a été recommandée par monsieur Jean Tullard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont on connaît l'extrême compétence pour tout ce qui touche à l'époque napoléonienne. Et d'emblée, je vous propose d'écouter un extrait de la préface que monsieur Tullard consacre à votre ouvrage. Il fut le plus populaire des maréchaux. Curieusement, la popularité de Ney a été liée à des désastres. C'est la retraite de Russie qui l'a immortalisé aux yeux de ses contemporains, puis de la postérité. Son attitude héroïque à l'arrière-garde sauva en effet l'armée de Napoléon d'une totale destruction. Sa charge à Waterloo est dans toutes les mémoires. Enfin, la terreur blanche en fit un martyr. Le brillant juriste qu'est Monsieur Pierre ne pouvait manquer de se poser des questions. Le procès de Ney était-il justifié par la trahison du maréchal? Pourquoi ce procès s'est-il déroulé devant la chambre des pairs? Fut-il équitable? Comment Ney a-t-il été finalement réhabilité? À toutes ces interrogations, Monsieur Pierre répond en s'appuyant sur des documents dont les principaux sont reproduits dans les annexes de ce livre. Rien n'est laissé dans l'ombre. Dommage que le brave des braves n'ait pas eu à ses côtés pendant son procès un juriste comme Monsieur Pierre. Alors, monsieur Pierre, auriez-vous aimé assister à ce procès? Auriez-vous aimé y jouer un rôle? J'aurais très certainement aimé jouer un rôle à ce procès. Il a eu deux grands avocats, dont Berryer, père et fils, et Dupin. Ces deux personnages, je le dis parce que nous sommes sur une radio académique, ces deux personnages entreront à l'Académie française un tout petit peu après le procès. Alors vous auriez aimé y être, mais vous n'êtes pas avocat. Je ne suis pas avocat, je suis conseiller juridique dans le domaine du droit des entreprises, mais néanmoins, si j'avais pu être l'avocat du maréchal Ney, peut-être lui aurais-je conseillé une autre défense. Je sais que Berryer a tenté, mais Ney s'est entêté à nier la compétence du Conseil de guerre. Parce que, disait-il, je suis pair de France et à ce titre, je dois donc être jugé par la Chambre des pairs érigée en haute cour. Funeste erreur. Car devant le Conseil de guerre, il aurait été jugé par ses pairs. Ses amis, c'est le cas de le dire. Et ses amis. Et donc, il n'a récemment pas été condamné à mort. En fait, en effet, Moncey, le maréchal Moncey, qui était le plus ancien appelé à présider, a refusé de présider le Conseil de guerre. Il a refusé de siéger. D'autres maréchaux, tels Masséna, et deux autres encore, ont eu des nombres de réticences. Et finalement, le Conseil de guerre, au bout de 3 mois environ, effectivement, a décliné son autorité, a dit oui, effectivement, ce procès relève de la Chambre des pairs. Quel malheur pour le maréchal Ney, car qu'y trouve-t-il à la Chambre des pairs? Mais il trouve les émigrés qui sont de retour et qui entendent marquer, bien évidemment, après la défaite de Waterloo, que la période de la Révolution et de l'Empire est désormais terminée. Et pour cela, il faut prendre une grande figure, et on prend un des soldats les plus glorieux, finalement, si je peux dire haut en couleur, également avec du panache, tel le maréchal Ney, et on va lui faire un procès très rapide à la Chambre des pairs, en 3 séances. Il est condamné à mort, et en moins de 3 mois, et en 3 séances. Et on va l'exécuter. Et il est condamné à mort, exécuté le 7 décembre 1815, à 9h45. Voilà. Alors, je dois dire, monsieur Pierre, d'abord pour nos auditeurs, que votre ouvrage n'est pas une biographie du maréchal Ney, parce que elle prend le personnage, si je puis dire, en 1815, c'est-à-dire au moment de son procès. Votre livre est centré sur le procès et sur la réhabilitation, et vous mettez en effet, comme l'a dit monsieur Tullard, les annexes les pièces de ce procès. Toutes ces sources, vous avez dû en consulter énormément, je suppose. Oui. Énormément. Donc quelles aux sont archives, les sources? Alors aux archives nationales, oui. il y a donc les deux
séries qui concernent le procès devant le Conseil de guerre et le procès à la Chambre des Pairs, les archives nationales, également à la Bibliothèque nationale de France. On trouve des manuscrits qui sont très, très intéressants, notamment un dire de Napoléon qui porte un jugement sur le maréchal Ney. Alors n'anticipez pas, nous le dirons bientôt. Voilà. Et puis j'ai également fait les bibliothèques de province, j'ai également fait Lons-le-Saulnier, où il fait sa déclaration, Auxerre. J'ai fait Besançon, puisqu'il était le commandant de la 6e région militaire à Besançon. Voilà en gros ce que... Oui, et puis bien évidemment l'armée à Vincennes. Donc, vous avez eu beaucoup de sources. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler brièvement la carrière du maréchal? Il est né la même année que Napoléon. Il a fait sa carrière avec Napoléon. Il a fait sa carrière... Aux côtés d'eux. Oui, aux côtés de il a fait sa carrière grâce à la Révolution, je dirais, et grâce à Napoléon, bien évidemment. Napoléon, n'oublions pas, est l'homme de la Révolution. Si on se souvient de son ouvrage Le souper de Beaucaire, dans lequel il défend des idées très nettement révolutionnaires. Mais Napoléon, je fais juste un petit commentaire, Napoléon a eu l'intelligence d'arrêter la Révolution. N'est-ce pas, en 99, il dit, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Et c'est ça le grand mérite de Bonaparte, c'est qu'en arrêtant la Révolution, il a pu en conserver les acquis. Et donc, Ney, bien évidemment, est un fils de la Révolution, et il a eu sa carrière faite par la Révolution et par Napoléon. C'est une personnalité bouillonnante, très sympathique. Il est très près de ses hommes. Il défend ses hommes. Ça lui a valu de mauvais procès d'ailleurs avec ses supérieurs. Ses soldats l'appellent le Lion Rouge ou encore le Pierre le Rouge. Il a un caractère emporté. C'est une arme de feu, dira Napoléon. Voilà. Alors, il est très courageux. Il est nommé général en 96, né en 69, il avait 27 ans. Il est commandant du camp de Boulogne en 1803. Il s'illustre sous l'Empire sur la plupart des champs de bataille. Il parcourt l'Europe entière, de l'Espagne jusqu'à la Russie. C'est en Russie d'ailleurs qu'il devient le héros qu'on connaît. Alors, effectivement, le héros que l'on connaît, parce que là, il sauve 60 000 hommes de la déroute et d'être fait prisonnier, et donc l'empereur sera le récompensé en le nommant prince de la Moscova. Il avait été fait auparavant duc d'Elchingen, après sa victoire à Elchingen, qui a précédé celle d'Ulm, qui elle-même a permis la grande victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Alors, son attitude à Waterloo, puisque vous en parlez, a été magnifiée par Victor Hugo dans Les Misérables. Et là, vous m'excuserez, mais il faut citer quand même, donc je vais. Alors, citez-nous Victor Hugo. Dans Les Misérables. En sueur, la flamme aux yeux, l'écume aux lèvres, l'uniforme déboutonné, une de ses épaulettes à demi coupée par le coup de sabre d'un horse-guard, sa plaque de grand aigle bosselée par une balle, sanglant, fangeux, magnifique, une épée cassée à la main, il disait « Venez voir comment meurt un maréchal de France sur le champ de bataille ». Mot qui est devenu historique, évidemment. Et voilà, magnifique. Mais alors, monsieur, voilà la difficulté, donc, c'est que un jour, il va estimer que la meilleure solution pour la France, c'est que l'empereur Napoléon abdique. Et ça va être son premier revirement, c'est de demander l'abdication de l'empereur. Alors, expliquez-nous un petit peu ce passage, C'est un revirement, dites-vous. Je dirais quand même que c'est plutôt une trahison à ce moment-là, car en fait, en poussant l'empereur à abdiquer, il savait très bien que c'était la royauté, les Bourbons, qui avaient toutes les chances de revenir, et en fait c'était un reniement des idées de la Révolution. Il a été très virulent. En avril 1814 à Fontainebleau, Napoléon lui dit « La troupe m'obéira », et Ney répond « Les soldats n'obéiront qu'à leurs généraux ». Mais alors, du coup, il va se rallier. Alors, on va aller un peu vite dans cette carrière. Malheureusement, il va se rallier au roi Louis XVIII. Puis, Louis XVIII, l'ayant envoyé face à Napoléon qui remontait de Provence quand il a débarqué pour les 100 jours. Qui remonte en 20 jours. Oui, et voilà, qui remonte rapidement. Mais voilà que Ney, qui aurait dû rester fidèle au roi, va faire un deuxième revirement, si je puis dire, et va de nouveau trahir, on peut dire, le roi. Je dirais que c'est le roi qui le convoque. Le roi le convoque, il voit le roi le 9, le 12, il part donc sur sa région militaire, à Besançon. Que constate-t-il? Peu de munitions, peu d'hommes, et surtout beaucoup de revirements. En fait, l'opinion a déjà commencé à basculer. Et en fait, il voit très bien qu'il n'est pas en mesure d'arrêter Napoléon, qui, depuis son arrivée, notamment en passant par Lyon, a déjà environ 15 000 hommes, sans avoir tiré un coup de fusil. Alors c'est là que justement le maréchal Ney, à Lons-le-Saulnier, va décider de se rallier à l'empereur et va prononcer une déclaration, une proclamation de Lons-le-Saulnier qui est aussi restée célèbre et que nous allons entendre. Qui lui a été quelque peu transmise par l'empereur, disons-le, bien évidemment, qui avait le sens de la communication, comme vous le savez.
Officiers, sous-officiers et soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'appartient seul le droit de régner sur notre beau pays. Officiers, sous-officiers et soldats, je vous ai souvent mené à la victoire. Suivez-moi. Je veux vous conduire vers cette phalange immortelle qui marche avec l'empereur Napoléon sur Paris. Vous l'y verrez sous peu de jours. Là seront enfin réalisés nos vœux les plus chers et toutes nos espérances. Vive l'empereur! Alors cette proclamation a-t-elle véritablement aidé Napoléon à réussir les 100 jours et à monter sur Paris, Monsieur Pierre? Je dirais que quel a été l'impact réel, effectivement, de ce ralliement de Ney? En fait, est-ce que les jeux n'étaient pas déjà faits? Car finalement, Napoléon était déjà passé par Lyon, avait déjà environ 15 000 hommes. Finalement, les soldats, à la rencontre de l'empereur, jetaient la cocarde blanche et prenaient la cocarde tricolore. Mais il est vrai que Ney avait un commandement assez important. Bien que les troupes que l'état des troupes soit relativement négatif, qu'il y ait déjà eu beaucoup de revirements et beaucoup de désordre. Alors, il est certain que je dirais que ça a permis de terminer avec plus de facilité cette arrivée de Napoléon le 20 mars. Par contre, effectivement, si Ney avait voulu tirer, que serait-il arrivé? Et c'est là toute la démarche de Ney lors du Conseil de guerre. Il dit: j'ai évité la guerre civile, car si j'avais tiré, il y avait la guerre civile, car les soldats n'étaient pas favorables. Les officiers supérieurs étaient favorables à la royauté, la troupe et les officiers subalternes et les sous-officiers étaient favorables à l'empereur. Et là, on aurait peut-être eu la guerre civile. Donc, Ney, très certainement, a évité la guerre civile. Donc, à votre avis, on ne peut pas parler dans le revirement du maréchal Ney, qui est donc repassé à l'empereur, on ne peut pas parler d'une trahison. On ne peut pas parler d'une trahison, car en fait, Ney retourne à son engagement premier. Celui de ses idéaux, les idéaux de la Révolution et de l'Empire. Ney est un homme de la Révolution. En 1814, effectivement, au mois d'avril, il a renié, effectivement, il a même trahi, je dirais, tout son engagement passé, en étant ferme dans sa demande d'abdication de l'empereur. Par contre, en 1815, on ne peut pas dire qu'il a trahi, on ne trahit pas une cause qui n'est pas la sienne. Cette cause de la royauté n'a jamais été la cause de Ney. Donc, en fait, j'estime qu'il est revenu à son engagement premier. Il a retrouvé le chemin de l'honneur, dirais-je. Mais ce revirement va coûter au maréchal Ney non seulement bien du souci, mais la vie. Il va donc, après Waterloo, vouloir quitter la France, se réfugier dans le Lot, être arrêté, être écroué à la conciergerie. Et là va commencer la deuxième phase, si on peut dire, de son procès, enfin la deuxième phase de sa vie, mais qui va être l'essentiel de votre livre, qui constitue l'essentiel de votre livre, et qui est donc le procès du maréchal Ney. Donc je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, un prochain rendez-vous avec nos auditeurs, pour évoquer de nouveau le maréchal Ney dans un Au fil des pages, consacré à l'ouvrage de monsieur Michel Pierre, Ney du procès politique à la réhabilitation du brave des braves, 1815-1991, publié aux éditions SPM, qui se trouve à Paris dans le 10e arrondissement. À bientôt et merci.